This episode is going to be a little bit different because it can work both ways. It's going to be useful for those of you who are learning French et ceux d'entre vous qui apprennent l'anglais. Today, we're going to look at those expressions that feel untranslatable, those idiomatic expressions that have no direct translations. The rest of this episode will be spoken in French. However, if you do not feel that confident, don't be shy. You can always use the subtitles in your own language or in French to help you follow along. And at the end of the episode, I will tell you about the translation tools, the free translation apps that I use a lot, that I use almost every day, and why I love them. Are you ready? So welcome here. Leave your day behind and let's go. Let's learn some French. Let's learn to translate some tricky expressions into a different language. Je me souviens très bien de ce moment. C'était pendant un exercice de traduction de texte à l'université. Je devais traduire un texte français en allemand, ou peut-être un texte allemand en français, peu importe. L'allemand, ce n'était pas mon point fort, alors c'était très difficile. Et c'est à ce moment-là que the penny dropped. J'ai réalisé que la traduction d'une langue à l'autre, c'était vraiment un art en soi-même. Il y a tellement de mots et d'expressions dans une langue que l'on utilise tous les jours, mais qui n'ont pas vraiment de traduction dans une autre langue, qui n'ont pas vraiment d'équivalence. Alors aujourd'hui, on va s'amuser à essayer de traduire certaines de ces expressions, certains de ces idiomes qui semblent être difficiles à traduire d'une langue à l'autre. D'ailleurs, vous avez remarqué, j'ai utilisé l'expression « the penny dropped » dans mon introduction parce que je ne pouvais pas trouver immédiatement, rapidement, une expression française équivalente. The penny dropped, c'est une expression bien anglaise. The penny, le centime, dropped est tombé. The penny dropped, c'est le moment où l'on comprend quelque chose que l'on n'arrivait pas à saisir. Ce moment où, soudainement, on comprend cette chose qui nous avait échappé. Donc, sur le moment, je ne me souvenais plus de la traduction de cette expression. Et ça a bien tombé, puisque ça m'a permis d'introduire un terme qui est difficile à traduire. The penny dropped, en français, ça sera « j'ai eu un déclic » ou « ça a fait tilt ». Les mots « tilt » et « déclic », ce sont des mots que l'on utilise pour décrire un petit son déclencheur. « It suddenly clicked ». Je pense que c'est une traduction plutôt fiable de « j'ai eu un déclic ». La même image et le même sens. Mais très souvent, on utilisera « the penny dropped ». Surtout, je pense, en anglais du Royaume-Uni plutôt qu'en anglais des États-Unis. Dites-moi si c'est correct dans les commentaires, mais je pense que j'ai raison. Je pense que c'est un terme qui est plutôt britannique. Donc, souvenez-vous, the penny dropped, j'ai eu un déclic, ça a fait tilt. Tout d'un coup, ça a fait tilt dans ma tête. Voilà, un premier exemple pas trop mal, plutôt parfait pour commencer cette vidéo. Allez, on va refaire la même chose, mais cette fois-ci, on va partir d'une expression française. Être à cheval, être à cheval. Donc, par exemple, on pourra dire « Mon prof est très à cheval sur la ponctualité ». Non, le prof n'est pas monté sur un cheval. Être à cheval sur quelque chose, ça veut dire être strict, être très exigeant sur une question particulière. Dans ce cas, il est très strict sur la ponctualité de ses élèves. Il demande à ses élèves d'être à l'heure pour les cours. Alors en anglais, on dira « He's a stickler for punctuality. He won't tolerate tardiness. » Il est très à cheval sur la ponctualité. He's a stickler for punctuality. To nip in the bud. S'il y a des Français ou des francophones qui regardent cette vidéo,
est-ce que vous connaissez cette expression? To nip in the bud. To nip in the bud, ça veut dire que l'on arrête une chose avant qu'elle ne prenne de l'ampleur. On stoppe quelque chose avant que ça ne devienne sérieux. To nip in the bud. To nip, dans ce contexte, ça veut dire couper, mais couper en pinçant entre ses deux doigts. In the bud, c'est un bourgeon. Donc l'expression anglaise, littéralement, elle dit « on coupe la fleur quand elle est encore en bourgeon ». Et en français, l'expression équivalente est un peu moins bucolique, nettement moins mignonne. To nip in the bud, tuer dans l'œuf. To nip in the bud, couper quand c'est encore en bourgeon. Tuer dans l'œuf, to kill in the egg. C'est une expression, une image un peu plus graphique. Le projet a été tué dans l'œuf par manque de financement, par exemple. On repasse au français avec l'expression « ça n'a rien à voir ». Une expression que l'on utilisera peut-être pendant un débat ou pendant une discussion un petit peu tendue. Quand on a deux arguments, mais que l'on veut exprimer qu'il n'y a pas de rapport entre ces deux arguments. Ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Mais pour une personne qui apprend le français, ça n'a rien à voir. Littéralement, c'est plus ou moins traduit par « it has nothing to see ». Ça peut porter un petit peu à confusion. C'est presque comme si on disait « il n'y a rien à voir », circuler, il n'y a rien à voir. Ça n'a rien à voir, en anglais, c'est plutôt « it's irrelevant ». Surtout quand on utilise « ça n'a rien à voir » comme une exclamation en fin de phrase. Ça n'a rien à voir. It is irrelevant. Et quand c'est utilisé au milieu d'une phrase, ça n'a rien à voir pourra être traduit en anglais par It has nothing to do with quelque chose. It has nothing to do with something. Donc en anglais, on utilise faire. Ça n'a rien à faire. It has nothing to do. Plutôt que voir, ça n'a rien à voir. Je comprends ton point de vue, mais ça n'a rien à voir avec la situation actuelle. I understand your point, but that's irrelevant to the current situation. Ou, le succès de ce film n'a rien à voir avec la chance, c'est le résultat d'un énorme travail. The success of this film has nothing to do with luck. It's just about a lot of hard work. Donc, ça n'a rien à voir. It's irrelevant. It has nothing to do with something. Un petit mot tout simple maintenant en anglais. Bless, bless him. Oh, bless. Bless, c'est utilisé pour exprimer une réaction émotive, un sentiment d'affection pour quelque chose. La traduction littérale de bless en français, c'est bénir. Donc dans ce cas, dans ce contexte, ça ne marche absolument pas de traduire le mot bless littéralement. En français, on utilisera tour à tour « c'est gentil »,« c'est mignon »,« c'est adorable » ou peut-être même « oh, le pauvre ». Prenons deux exemples. « He tried his best in the competition, bless him ». Le pauvre, il a fait de son mieux pendant la compétition. « She stopped what she was doing to help this elderly man cross, bless her ». Elle a arrêté ce qu'elle faisait pour aider le vieil homme à traverser. C'est adorable. Bless her, c'est adorable ou c'est très gentil. Donc c'est un autre exemple où la traduction n'est pas complètement évidente. Le sentiment émotif que l'on ressent dans un pays et dans l'autre, il est un petit peu différent. Bless her, c'est gentil. On repart sur une expression française, un terme que j'ai utilisé, il me semble, dans ma dernière vidéo. Prendre son mal en patience. Si on essaie de traduire ça littéralement, ça ne donne rien du tout. Ça ne veut rien dire, c'est intraduisible. To take one's ache in patience. Ça ne veut vraiment rien dire. En fait, prendre son mal en patience, ça veut dire accepter une situation un peu désagréable sans protester, même si c'est un peu difficile. Prendre son mal en patience. Prendre son mal en patience, c'est l'équivalent de grin and bear it. Grin, sourire, souris, and bear it, et supporte. Supporte cette chose
en souriant, supporte cette chose avec le sourire. Grin and bear it. Donc voilà, souvenez-vous, prendre son mal en patience. Grin and bear it. Allez, je rajoute un petit bonus parce que ça me fait sourire. C'est simple et assez rapide. L'expression anglaise to butter someone up. To butter someone up. En français, on n'utilise pas de beurre, on utilise de la pommade. On passe de la pommade à quelqu'un. C'est assez amusant quand on parle d'un pays où l'on utilise énormément de beurre. To butter someone up, passer de la pommade. Et un autre, a bugbear, une bête noire. It's a bugbear, c'est ma bête noire, c'est ma hantise, c'est ma bête noire. À l'université, l'allemand, c'était ma bête noire. Je suis sûre que vous avez tous un jour ou l'autre eu des problèmes pour exprimer quelque chose qui vous semble tellement simple dans votre langue maternelle, mais qui est très difficile à traduire dans une autre langue. Ce serait peut-être amusant de faire un autre épisode, cette fois-ci avec vos suggestions, avec les mots ou les expressions que vous trouvez très difficiles à utiliser dans une autre langue, que ce soit des mots anglais ou des expressions anglaises ou des idiomes français. Alors si vous avez certaines de ces bêtes noires, pourquoi ne pas me les laisser en commentaire? Et bien sûr, n'hésitez pas non plus à ajouter vos commentaires sur les mots dont on vient de parler. Peut-être que vous avez des façons de traduire ces mots qui sont un peu différentes, peut-être un peu plus raffinées. Et enfin, je vous l'avais promis en début d'épisode, je vais partager avec vous mes outils préférés pour faire de la traduction, pour vérifier le sens de certains mots, pour vous amener certaines explications dans mes épisodes. Donc, des outils que j'utilise très souvent, pratiquement tous les jours. Quand je dois traduire un seul mot plutôt qu'une expression, je vais très souvent utiliser Word Reference. Word Reference, c'est toujours très clair et très complet. Et c'est aussi très juste parce que parfois ces outils font des erreurs. Comme vous le savez, si vous recevez mes community posts avec le mot du jour, les mots français ont très souvent plusieurs sens. Ils veulent souvent dire plusieurs choses. Ils sont utilisés différemment selon le contexte. Et avec Word Reference, on a vraiment une vue d'ensemble de tous les sens de ce mot et c'est vraiment très clair. Et pour traduire des expressions ou des phrases entières ou même parfois des paragraphes entiers, dans ce cas, j'utilise Reverso et DeepL. DeepL, pour moi, ça a tendance à être plus souvent plus correct. Je trouve qu'il faut parfois se méfier des traductions dans Reverso qui sont parfois un petit peu trop mot à mot et donc qui sont parfois inutilisables. Mais Reverso offre quand même des fonctionnalités super intéressantes. Le mot en contexte, c'est-à-dire dans des phrases, ce qui vous permet de mieux cerner ce que ce mot veut dire. Le grammar check, qui je crois en français s'appelle correcteur, ce qui est vraiment très bien si vous devez écrire une lettre ou un mail dans une langue qui n'est pas la vôtre, puisque ça va analyser votre copie, corriger les fautes, mais aussi suggérer des améliorations. Donc dans ces cas de figure, c'est très utile. J'utilise aussi tout simplement les dictionnaires en ligne. Donc ce n'est pas un outil de traduction en soi, mais comme vous connaissez déjà beaucoup de français, je pense que ça peut vous aider aussi. C'est aussi très utile pour comprendre les mots dans certains contextes. Et pour accéder au dictionnaire en ligne, il vous suffit juste de taper un mot dans votre moteur de recherche avec le mot définition, définition avec un accent sur le E, pour que ça vous amène au dictionnaire en français. Et enfin, on ne peut pas terminer cette liste sans parler de l'inévitable ChatGPT. ChatGPT. Est-ce que vous avez déjà essayé ChatGPT pour peut-être faire de la traduction ou vous aider à comprendre un certain terme? C'est plutôt amusant, c'est aussi assez utile, c'est assez au point, ça marche bien. Je ne sais pas si tout le monde va partager mon expérience, mais les réponses que je reçois de ChatGPT, elles sont très bien formulées et elles amènent beaucoup de détails. Mais attention, ChatGPT
peut aussi faire des erreurs. Et ChatGPT fait des erreurs avec énormément d'assurance. Donc parfois, j'ai dû rappeler à ChatGPT que la réponse que je venais de recevoir n'était pas correcte. C'était incorrect, c'était faux. Et bizarrement, quand on fait ce commentaire, on reçoit une nouvelle réponse qui, cette fois, est correcte. Donc, ChatGPT, c'est très bien, mais il faut encore faire un petit peu attention. Mais tous ces outils, d'une façon ou d'une autre, utilisent l'intelligence artificielle. Et vous, est-ce que vous utilisez certains outils en ligne pour vous aider dans l'appréhension du français? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Comment avez-vous trouvé ce format? Est-ce que ça vous a été utile? Est-ce que vous avez trouvé ça divertissant? J'espère que ça a été utile, peut-être aussi amusant, peut-être aussi un épisode assez sympa. Je vous dis au revoir et à bientôt dans une autre vidéo.